Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous fais une vidéo qui va beaucoup plaire aux fans de Porsche. Je vais vous expliquer comment bien acheter sa Porsche 911 Type 997 sur le marché de l'occasion. Pour rappel, la Porsche 911 Type 997 a été produite de 2004 à 2012. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous donner pas mal de statistiques sur la cote sur le marché de l'occasion de la Porsche 997, la phase 1 puis la phase 2. Et ensuite, j'ai fait venir spécialement pour vous en chef d'atelier de chez Porsche pour nous expliquer quels sont les points à vérifier, que ce soit sur l'esthétique, la mécanique, le kilométrage. Salut Denis, comment tu vas? Salut Nico. Merci de venir aujourd'hui. Merci à vous, merci pour l'invitation. Tu vas essayer de tout nous dire sur la Porsche 997? Avec grand plaisir. Ouais. Vous allez voir, Denis, c'est un vrai passionné. Il va vraiment tout vous expliquer. À chaque fois que je l'ai au téléphone, il m'impressionne par ses connaissances sur les Porsche. Et sur la 997, il y a pas mal de choses à dire. Je fais cette vidéo grâce au site internet Annonce Automobile. Je vais vous donner pas mal d'informations sur ce site internet. Et toutes les annonces dont je vais vous parler dans la vidéo proviennent de ce site. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à tout de suite. Comme je vous le précisais il y a quelques minutes, je réalise cette vidéo grâce au site internet Annonce Automobile. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il existe depuis 1999. Il met en ligne des annonces d'automobiles chez des professionnels qui sont reconnus dans la profession, comme c'est le cas avec Motors Legend, qui est un de leurs partenaires. Donc vous trouverez des annonces d'automobiles premium. Et surtout, ce qui est très intéressant, si vous naviguez sur le site internet Annonce Automobile, c'est qu'il n'y a pas de pop-up ou de publicité intempestive, ce qui améliore grandement la qualité de navigation sur leur site internet. J'ai recensé sur leur site internet plus de 2000 annonces de Porsche d'occasion. Il y a même des centres Porsche qui sont partenaires d'annonces automobiles, comme Porsche Saint-Étienne, Bordeaux, La Rochelle ou encore Caen. Il faut aussi préciser qu'ils privilégient la qualité à la quantité. Donc il y a un support qui est très réactif. Si vous avez besoin de contacter leur équipe technique, si vous postez une annonce en ligne et vous aviez des problématiques pour ajouter par exemple des informations complémentaires dans l'annonce de la voiture que vous souhaitez vendre, vous verrez leur équipe technique sont hyper réactives et disponibles. Ça aussi, c'est un point important. Ils ont aussi un service Autotech. C'est un service qui permet à tout particulier de déposer son projet automobile et c'est super simple à trouver. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo. Et là, vous trouverez dans l'onglet de recherche, juste à côté, il y a l'inscription Autotech. Vous cliquez dessus et là, vous pourrez déposer vous aussi votre projet automobile. En tout cas, j'ai accepté de faire ce partenariat avec eux parce que c'est un site internet que j'utilisais déjà depuis pas mal de temps. Il y a moins d'annonces que sur certains sites concurrents, mais vous verrez, la qualité des annonces est vraiment là. Déjà sur l'exhaustivité des caractéristiques des voitures, vous verrez, il y a énormément de choses, il y a beaucoup de photos, il y a même des vidéos sur beaucoup de modèles. Chez Motors Legend, par exemple, si vous cliquez sur l'annonce du Maserati Levante Trofeo, vous retrouverez la vidéo que j'avais fait avec Momo il y a quelques mois. Donc il y a énormément de choses, beaucoup plus que sur tous les sites d'annonces traditionnels. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur leur site internet. Allez, on continue. Dans la première partie de cette vidéo, je voulais partager avec vous la cote sur le marché de l'occasion de la Porsche Type 997. Alors les phases 1, avec les moteurs de respectivement 325 et 355 chevaux, s'échangent contre un chèque d'environ 35 000 pour les plus kilométrées, les plus anciennes, jusqu'à 55 000. Je parle bien sûr des Carrera et des Carrera S. Après, si vous optez pour des versions GT3 ou d'autres versions plus rares, là bien sûr, les tarifs vont être beaucoup plus élevés. Les annonces de Porsche 997 phase 1, j'en ai trouvé pas mal sur le site d'annonce automobile. Je vous en mets en insert, comme par exemple la moins chère que j'ai trouvée à 35 700 €. Après, ça remonte à 39 500 € pour des versions qui ont quasi 200 000 km, comme je vous l'indiquais. Et si vous optez pour des versions moins kilométrées, voilà, il faudra être prêt à mettre un chèque de plus de 55 000 €, comme une Carrera 4S avec seulement 79 000 km, ou encore cette Carrera S X51 avec 123 000 km qui s'affiche à 57 000 €. Sur les phases 2, là par contre, ça va commencer à environ 55-57 000 € et ça va monter à environ 70-75 000 € pour des Carrera S phase 2. Donc là, vous aurez une augmentation de puissance. Sur les Carrera, on passe de 325 à 345 et sur les Carrera S, on passe de 355 à 385 chevaux. C'est une voiture qui tient d'ailleurs très bien la cote, puisque c'est des voitures qui ont maintenant plus de 12 ans pour les plus anciennes. Et là, on trouve des prix qui frôlent systématiquement les 60 000 €, comme celle que je vous mets en insert, comme cette Carrera S PDK à 59 490 € avec un kilométrage de 100 000 km.
Et si on monte sur des versions 4S PDK, là, avec quasi le même kilométrage, on est à 10 000 € de plus, à 69 950 €. Après, si vous souhaitez partir sur des Carrara GTS, comme celle que je vais vous montrer dans la vidéo quand on va être dans l'atelier de Motors Legend, là, il faudra mettre un petit peu plus, de l'ordre de 75 à 80 000 €. Alors, là, je vous ai parlé des versions Carrara et Carrara S, et encore une fois, sur la phase 2, c'est valable comme sur la phase 1. Vous avez les versions Turbo, GT3, GT3 RS, GT2. Vous avez aussi des versions en série limitée qui sont extrêmement chères, où là, on va chercher les 100 000, 200 000, voire plus de 300 000 € sur certaines versions, comme la version Sport Classique que je vous mets en insert. C'était important pour moi de vous donner la cote sur le marché de l'occasion des 997 phase 1 et phase 2. Donc, pour résumer, ça va de 35 000 pour de très anciennes phase 1 jusqu'à 75 000, 80 000 pour des phases 2 de 2012. Dans la deuxième partie de cette vidéo avec Denis, on va vous expliquer quels sont les points de vigilance à vérifier avant d'acheter votre Porsche 911 type 997 sur le marché de l'occasion. Et on va commencer par l'esthétique, Denis. Tout à fait. Et écoute, sur ces véhicules-là, effectivement, ce qu'il faut bien vérifier, c'est la partie peinture notamment, puisqu'on sait que c'est un véhicule avec une face assez plongeante et donc qui peut ramasser forcément des impacts sur la carrosserie, sur la peinture. Et donc ça peut donner une indication effectivement sur l'usage du véhicule, notamment si on a un véhicule qui est complètement impacté de l'avant, on sait que c'est potentiellement un véhicule qui a peut-être fait une sortie circuit. Ou plusieurs, et voilà. Et puis un véhicule qui l'est moins, peut-être qu'effectivement c'est un véhicule qui a servi plus pour le loisir, pour aller chercher la baguette de pain le dimanche. Ouais, c'est ça. Alors tu me disais une chose intéressante quand on a préparé les vidéos, tu me disais qu'il y avait pas mal, ça c'est une phase 2, hein, c'est une 997 phase 2 qu'on vous présente aujourd'hui, et la deuxième aussi qu'on va vous montrer sur la partie mécanique, on va la mettre sur un pont, c'est aussi une 997 phase 2, et tu me disais de faire très attention parce qu'il y avait pas mal de phase 1 qui avait été en fait swappé en phase 2 avec la face avant qui a été complètement modifiée. Exactement, c'est des choses qu'on voyait beaucoup en concession à l'époque, forcément, la transition entre phase 1 et phase 2. Et les premières, forcément, les premières qui sont arrivées en concession ont énormément plu. Et c'est vrai que les propriétaires de phase 1 se sont un petit peu des fois amusés à mettre un pare-choc de phase 2 dessus, ce qui monte, hein, parce que tout est prévu de la même façon. Sauf que forcément, il y a des choses qui ne coïncident pas, notamment les optiques, puisque les optiques sont dessinées différemment, notamment sur le pare-choc avant, comme sur le pare-choc arrière également. D'accord. Et donc c'est vrai que ça, c'est des points de vigilance. Alors il y a des choses qui ne trompent pas, parce qu'on va retrouver un rétroviseur qui va être différent sur une phase 1, sur une phase 2. Mais voilà, il y en a en tout cas qui se sont amusés à faire ça, donc effectivement c'est un point de vigilance. Okay. Il faut y faire attention. Tu me disais que sur la peinture aussi, alors ça c'est valable sur beaucoup de voitures, mais aussi et surtout sur les Porsche, qu'il fallait quand même vérifier, notamment sur les jointures, ce genre de choses, qu'il n'y ait pas trop de soucis. Exactement, faire attention à ce niveau-là. Il y a des choses aussi qui se sont déjà vues, et notamment en concession, parce que c'est un véhicule qui a été travaillé dans une carrosserie qui ne respecte pas toujours les règles de l'art à chaque fois. En concession, pour donner un exemple, si tu veux repeindre l'arrière, on va te démonter la custode ici avec toute la jointure. Donc en fait, au final, tu n'y verras strictement rien finalement en réparation. Et des fois, il y a des carrosseries, effectivement, où pour gagner du temps, on cache autour du joint. Et des fois, j'en ai même vu qui peignaient le pare-pierre ici, complètement sous le vernis. Et tu me parlais aussi d'une autre chose, ce sont les jantes. Oui. Les jantes, point de vigilance également aussi, parce que y a énormément de copies qui existent. Et c'est vrai que même encore aujourd'hui, des fois, des particuliers qui ont pu acheter une voiture dans un garage peu honnête ou sinon chez un particulier directement, se retrouver des fois avec une jante qui paraît être une jante d'origine, mais finalement qui est une copie. Et des fois des très belles copies, on en a déjà vu. Et c'est vrai qu'en concession, pour le coup, pour le vérifier, il faut la démonter et vérifier s'il y a une référence Porsche qui est inscrite derrière. D'accord, ça va vraiment très loin. Donc en fait, tu es en train de me dire qu'une très bonne copie, à part si tu démontes la jante et tu vérifies les numéros de série auprès d'un centre Porsche, etc., c'est difficile à vérifier. D'aspect extérieur comme ça, c'est quand tu n'es pas du métier, c'est un peu difficile. Et moi, vraiment, j'ai eu des cas où des fois, c'était très, très ressemblant. Et c'était vraiment en démontant la roue, et là tu vois effectivement à l'intérieur de la jante, tu vois déjà les cuissons Porsche estampillés dedans, déjà tu as compris que voilà, c'était de l'origine. Et ça, t'en as eu beaucoup, des exemples comme ça ou pas
Il y en a eu beaucoup, je ne peux pas te le quantifier, mais en tout cas oui, j'en ai eu quelques-uns effectivement, et voilà, il y en a effectivement après qui ont voulu aussi mettre une autre jante parce qu'il l'a trouvé plus jolie sur cette voiture-là. Et tu as un modèle de jante qui est plus copié que les autres, ou je sais pas, les sports classiques par exemple? Tu vois lesquels? Les turbos, les jantes turbo, ouais, les jantes turbo 2, elles ont été pas mal copiées. Ouais. On va dire sur l'esthétique de la voiture, tu as principalement les éléments que tu viens de citer. Après, sur la partie habitacle, il y a des choses où il faut être aussi un petit peu vigilant, et ça, c'est toutes les voitures sportives aujourd'hui, mais tu vas avoir un siège qui peut être également aussi très marqué, notamment avec les bourrelets d'entrée. Donc sur les bourrelets d'entrée également, il faut être assez vigilant parce que effectivement tu as le bourrelet d'entrée sur le dossier et sur l'assise. Et on le voit, forcément c'est un cuir, donc c'est une matière qui est vivante, hein, qui travaille. Mais tu peux voir aussi effectivement si c'est un véhicule qui a été soigné et choyé, parce que tu vas voir ici un bourrelet qui va être complètement frotté où tu n'auras plus de teinte dessus. Tu peux te dire que forcément c'était quelqu'un qui n'est pas forcément soigneux. Okay. Au contraire, là, sur cette voiture-là, on voit effectivement que ça a été plutôt soigné et entretenu. Donc c'est des choses aussi où il faut faire attention. Et le volant, parce que c'est vrai qu'il y a des volants qui sont en très mauvais état, et c'est comme ça souvent qu'on se rend compte que des voitures ont eu les kilométrages modifiés. Ça, je pense, mais c'est commun à beaucoup de voitures. Il faut toujours aussi être assez vigilant là-dessus. Que l'usure en fait soit cohérente, un peu comme sur les sièges, avec le kilométrage du véhicule. Exactement, c'est pareil. C'est un repère aussi, hein, forcément. Une sellerie et un volant et un levier de vitesse, effectivement. Et sur les seuils de porte, là ils sont badgés Carrera 4S, est-ce qu'il faut faire attention aussi sur l'usure de ces seuils de porte? Alors sur ce modèle-là, effectivement, on a l'option avec le carbone, hein, pour le coup, c'est pas sur tous les modèles, hein. Tu peux en avoir simplement en inox ou même en plastique noir tout simplement. J'ai envie de te dire que ça, c'est pas spécialement le pire. Ce qui est bien souvent la pièce fusible, c'est ce seuil d'entrée également ici en plastique avec les commandes d'ouverture de capot avant et arrière. Et simplement, on le voit ici, les traces de chaussures malheureusement qui tapent dessus. Mais c'est pas une pièce très onéreuse, de mémoire ça doit coûter une centaine d'euros. Et pour faire une voiture propre, voilà, tu peux le remplacer, c'est pas très onéreux comme opération. Deuxième élément dont je souhaitais parler avec toi, Denis, c'est bien sûr le kilométrage, parce que ça c'est un gros souci. Il est arrivé sur le marché de l'occasion, bon, chez Porsche mais aussi chez d'autres constructeurs, hein, qu'il y ait des kilométrages qui soient trafiqués. Je suppose que toi tu as dû avoir des exemples comme ça. Oui, exactement. Ouais. Comment tu faisais, toi, pour savoir que le kilométrage était trafiqué? Quels étaient les éléments où vraiment, toi, tu bloquais, tu savais tout de suite qu'il y avait un problème? Bon, déjà, ce qui est très important au départ, c'est, on va partir sur le basique, c'est sur les papiers. Donc, entre guillemets, le suivi de la voiture. D'avoir un carnet d'entretien chez Porsche, c'est aujourd'hui encore nécessaire et une garantie, effectivement, de l'avoir parce que sur ce document-là, tu vas avoir les différents passages en atelier. Donc, forcément, tu vas avoir la chronologie avec le kilométrage qui va évoluer. Donc déjà, c'est un bon repère. Des factures qui vont avec, c'est encore l'idéal aussi, parce qu'un carnet, on sait que ça peut être aussi un peu falsifié. Donc les factures qui vont avec, c'est encore très bien. T'en as eu, toi, des carnets falsifiés, toi? Oui, ouais. Bien sûr. Bien sûr, c'est des choses qui se voient encore, mais après, c'est des voitures qui viennent de l'étranger, bien souvent. Donc, c'est pas forcément en France, hein, que ça se trafique, entre guillemets, ça vient de l'étranger, bien sûr. Donc ça, effectivement, c'est le premier point. Après, le second point, effectivement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que on voit par rapport à une esthétique extérieure et intérieure, et là, on fait un petit peu un ratio, on voit si effectivement la voiture elle est propre d'intérieur et d'extérieur. Par rapport au kilométrage, on sait à peu près déjà si on est dans la norme ou pas. Et le troisième point après, qui est là ce qui va nous donner vraiment le fait qu'effectivement on a un kilométrage qui est cohérent, c'est le passage à la valise automatiquement. Donc là, chez le constructeur directement, avec le testeur Piwi. Donc le Piwi, c'est le nom de l'appareil, hein, parce qu'on parle souvent de test Piwi. En fait, le Piwi, voilà, c'est la valise de diagnostic qui permet d'interroger la voiture, en fait. Hein. D'accord. Et en fait, effectivement, ce testeur-là, donc, qui va nous donner une information effectivement sur le kilométrage de la voiture. Sauf qu'un très bon informaticien peut, ou quelqu'un qui sait y faire, en tout cas, peut modifier le kilométrage sans qu'on n'y voit strictement rien, même avec la valise. Donc c'est-à-dire que tu es en train de nous dire qu'en gros, c'est vrai que beaucoup d'acheteurs Porsche, moi j'ai eu des Porsche à titre perso, quand je les revendais, à chaque fois on me demandait le test Piwi. Sur toutes les 911. À chaque fois le test Piwi, et donc tu es en train de me dire que
quelqu'un qui a fait appel à quelqu'un de peu scrupuleux, un professionnel peu scrupuleux, peut avoir eu un kilométrage qui a été trafiqué et il peut aller en centre Porsche et le centre Porsche ne le verra pas nécessairement en gros. Alors, sur les premiers contrôles, oui. D'accord. Après, on peut pousser le contrôle. Et là, effectivement, notamment encore sur les 997, on fait effectivement ce relevé de plage de régime moteur qui nous amène aussi à trouver un nombre d'heures de service du fonctionnement de véhicule. Donc le nombre d'heures de service, en fait, finalement, c'est moteur démarré. D'accord. Donc il y a un compteur horaire qui tourne. Et en fait, effectivement, ça donne une indication. Et avec ça, on peut faire un ratio effectivement entre le nombre de kilomètres de la voiture et le nombre d'heures de service du fonctionnement. Et au final, ça va donner une moyenne kilométrique qui donnera une moyenne qui peut être, si en général tu tournes autour des 50-60 km par heure, donc là c'est bien. Ouais. Par contre, quand tu es beaucoup plus bas, ça commence à être un petit peu bizarre. D'accord. Ou des fois plus haut, mais c'est parce qu'après c'est les voitures qui ont fait du circuit ou quoi que ce soit. C'est ça. Donc il y a ces éléments-là, et après on peut encore les fouiller un peu plus loin, et là rentrer dans chaque calculateur, et notamment celui qui est assez important, ceux qui font partie de la sécurité, l'airbag, l'ABS, des choses comme ça, et là on a des indications avec des compteurs horaires et aussi des kilométrages qui apparaissent. D'accord. Et donc là ça permet effectivement d'aller chercher l'information et de dire c'est cohérent, c'est pas cohérent. Et sur ce test Piwi, donc tu parlais des régimes moteurs. Est-ce que tu peux expliquer à mes abonnés comment ça fonctionne le test Piwi? Parce que moi, c'est vrai qu'on me l'a demandé. Tu vois, j'avais une 991 Targa 4S boîte méca. Quand je l'ai vendue, j'ai eu 3 personnes qui sont venues la voir. Les 3, ils m'ont demandé le test Piwi. Honnêtement, je suis allé faire le test Piwi et moi, j'ai rien capté. C'est juste que j'avais le test. Les gens étaient contents. Ils sont sans doute allés sur des forums pour essayer de comprendre et d'analyser. En gros, comment ça marche, quoi. Mais c'est vrai, tu as raison, parce que bien souvent, les acheteurs, le premier mot à la bouche, c'est je veux le test Piwi. Est-ce que vous l'avez fait? Oui. Mais oui, j'ai un test Piwi, il a 1 an. Ouais, mais en fait, il y a 1 an, ça vaut rien. Ouais. Puisqu'en fait, ce qui compte, le test Piwi, en gros, l'importance du test Piwi, en général, c'est de le faire quasiment au moment de la vente. D'accord. Pourquoi? Parce que en fait, les plages de régime moteur, ça permet de vérifier si le véhicule a été poussé ou mal utilisé, ou des fois une erreur. C'est pas forcément que ça a été fait intentionnellement, c'est que c'est qu'une erreur. D'accord. Par exemple, on va prendre ce modèle-ci, là c'est une boîte mécanique. Ouais. Et donc effectivement, je te donne un cas de figure, tu es en 6e sur autoroute, il y a un truc qui déboule devant toi, tu fais une mauvaise manip, tu passes une 3 alors que tu étais déjà dans les tours. Et bien forcément, qu'est-ce qui se passe? L'inertie de ton véhicule va emmener ton moteur dans les tours. Parce que tu as fait 6-3 d'un coup, et là, tu étais peut-être à 5000 tours minute, et sauf que là, ton compteur, il part en zone rouge. Et c'est ce qu'on appelle une plage de régime moteur. Et en fait, sur les plages de régime moteur, tu as 6 plages en l'occurrence. Tu as la plage 1, plage 2, plage 3, plage 4, plage 5, plage 6. Et la 6, en fait, c'est la plus haute. C'est la plus haute, effectivement. Et effectivement, là, en général, il y a une casse moteur. D'accord. Et c'est quoi, donc toi, en gros, on t'amène, toi, quand tu lisais un test Piwi, en moyenne, sur une 997, c'était quoi les plages? C'est la plage 3, plage 4? En règle générale, on a une plage, on tourne sur un véhicule qui a été utilisé normalement, avec peut-être des fois où on a un peu joué avec. Allez, effectivement, tu vas monter sur de la plage 2, 3, 4. Et après au-delà, là pour le coup, il faut s'inquiéter effectivement. Donc en gros, une plage, par exemple, quelqu'un qui t'amène une voiture avec une plage 5, il ne faut pas y aller. Là, c'est néfaste. Donc c'est néfaste, ça veut dire qu'il y a risque d'endommagement moteur, carrément. Pour résumer cette partie test Piwi, est-ce que tu conseilles aux gens qui achètent une 997, que ce soit une phase 1 ou une phase 2 ou une turbo, une GT3, etc., de demander ce test Piwi lorsqu'ils l'achètent? Alors en centre Porsche, je pense qu'il n'y aura pas de souci. En centre Porsche, effectivement, c'est fait d'office de toute façon, et dans le bilan d'essence, point de contrôle, automatiquement c'est checké de toute façon. Mais chez un revendeur multimarque ou et chez un revendeur effectivement multimarque, c'est important aussi de le demander, parce que ça permet de voir effectivement si le véhicule a été brusqué ou pas. Ouais. Et puis ça permet de voir à peu près les heures de fonctionnement et de faire une moyenne kilométrique comme je l'expliquais tout à l'heure. Troisième point, la sécurité. Ça, c'est un point super important après l'esthétique et le kilométrage. Quels sont les points à checker sur l'aspect sécuritaire du véhicule sur une 997? C'est la tenue de route. La tenue de route, effectivement, c'est quand même un point assez important sur une Porsche. On le sait, c'est des mécaniques puissantes.
On a notamment sur un 911 de moteur en porte-à-faux, donc on sait que c'est un véhicule qui est un peu plus joueur qu'un véhicule lambda. Et effectivement, si on peut l'essayer, la voiture, c'est l'idéal, c'est de voir un peu son comportement routier. Est-ce que la voiture suit bien sa trajectoire? Est-ce que quand on sort d'un rond-point ou quoi, elle n'a pas tendance à partir d'un coup ou quoi? Enfin, voilà. Est-ce que justement sur des organes de sécurité, tu as déjà eu des problèmes sur les voitures que toi tu avais en atelier? Pas particulièrement. Après, dans l'ensemble, non, c'est plutôt, il n'y a pas trop de soucis. Après, ce qu'il faut être assez vigilant, c'est effectivement des voitures malheureusement qui ont été des fois un petit peu anciennes seconde, troisième main, et qui est passé par plusieurs garages peut-être. Encore une fois, des garages qui n'ont pas forcément vocation à faire du vrai travail de Porsche. Bon. Et donc c'est vrai que des fois tu trouves des voitures qui ont été réparées et pas forcément bien réparées. Donc des voitures, tu fais référence à des voitures qui ont tapé ou même par exemple, alors que ça peut être un choc assez léger ou un choc un peu plus important. Et ça s'est déjà vu malheureusement en concession, des choses vraiment pas très glorieuses. Et là Nico, je t'emmène là sous la voiture parce que là ça va être la partie la plus intéressante effectivement de la vidéo parce que effectivement on va voir la voiture en sous-bassement et ça c'est moi c'est ton dada, ça. C'est un peu mon dada, mon cœur de métier effectivement. Je vais la monter. Bien sûr, je t'en prie. Et puis tu vas nous montrer tout ça. Donc là sur cette face avant en fait on va aller checker quand même des éléments qui sont assez importants pour le refroidissement moteur. Ok. Et donc là, en l'occurrence, là sur cette 997 phase 2 en PDK, on a donc tout le bloc radiateur avant, avec un radiateur d'eau qui est en position arrière, devant 2 condenseurs de climatisation. Et comme tu peux le voir, on a des grandes aérations, des grandes entrées d'air qui sont forcément, à un moment donné, assez exposées, enfin qui exposent du moins les radiateurs. Pardon. Et puis, donc du coup, peut occasionner en fait des fuites. Donc c'est le problème de toutes les voitures sportives, voitures basses forcément. On a des projectiles type gravier, caillou, peu importe, qui peuvent rentrer dedans et perforer éventuellement un condenseur de climatisation. Heureusement, le constructeur a bien prévu les choses puisqu'effectivement c'est le condenseur de clim. Donc au pire des cas, tu n'as plus de clim, mais la voiture elle continue à rouler. Ça aurait été plus dérangeant si c'était un radiateur d'eau pour le coup. Et là, tu t'es obligé de t'arrêter. D'accord. Donc là, effectivement, bien checker effectivement la partie condenseur. Alors on peut voir qu'ils sont un peu marqués, forcément, c'est la voiture à rouler. Ça prend des projectiles et c'est la voiture à la rouler. Par contre, ce qui est important de voir, c'est est-ce que tu as une tache de gras par exemple sur le condenseur? Et là, si tu as une tache de gras, tu sais que tu as une fuite et donc forcément une clim qui va peut-être plus fonctionner ou du moins qui ne fonctionne plus. Donc bien checker dans les entrées d'air les condenseurs de clim. Il peut toujours y avoir aussi de l'amas, un petit peu de feuilles, de poussière, de tout ce qu'on veut. C'est assez néfaste aussi pour les radiateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, les radiateurs sont en aluminium. Et donc effectivement, c'est important de checker effectivement qu'il n'y ait pas trop d'amas de poussière et de feuilles et autres. Parce que jumelé à l'humidité, finalement, en fait, avec le temps, ça vient attaquer, ça fait une corrosion sur l'aluminium et ça peut occasionner une fuite de radiateur à un moment donné. Donc c'est un élément à faire attention effectivement aussi. Intéressant. Tu dois bien faire attention. Ok. Donc ça c'est l'essentiel sur la face avant. Voilà, sur la partie mécanique face avant, pour ton fonctionnement moteur, c'est l'indispensable, c'est les radiateurs. Tu vas trouver quasiment que ça, puisque après tout le reste, c'est à l'arrière. Alors bien entendu, tu as la partie freinage, train roulant et autres. On va les regarder après, mais effectivement, voilà, ce qui est vraiment le plus important, c'est là-dessus. Niveau esthétique, rien de particulier à checker. Bon, je vois par exemple, mais ça c'est normal, tu as les bas de caisse, le petit spoiler qui racle un peu. En fait, c'est moi ce que j'appelle une pièce fusible. Au même titre qu'on parlait tout à l'heure du seuil d'entrée de porte. Là, on va avoir cet élément-là et effectivement, c'est une baguette, ou un spoiler, comme on peut l'appeler comme on veut, mais effectivement qui prend des coups, soit avec un dodan, soit avec un trottoir un peu bas, ou un peu haut. Ça fait partie des pièces qui sont naturellement usées, ça, non? À un moment donné, forcément, encore une fois, quand tu utilises ta voiture, malheureusement, tu peux l'accrocher un petit peu. Et vaut mieux, je pense, endommager cette pièce-là que d'endommager la partie qui est peinte, quoi. C'est une pièce qui coûte cher, ça, la pièce du bas? Il y a vraiment tous les prix, puisque en fait, tu vas avoir peut-être une lame des fois qui va coûter sur une voiture
type 997 peut-être en 4S ou même une ES, ça peut peut-être te coûter, je ne sais pas, 500 €, et puis tu peux finir sur des pièces des fois qui coûtent 1000 €, voire même plus des fois. En fibre de carbone, ce genre de choses. Ça dépend vraiment du modèle et des fois de la finition, effectivement, et ça peut des fois varier du simple au double, quoi. Donc, on a effectivement la partie coffre. Donc là, tu es directement dans ton coffre, directement sous la voiture. Ça revient à dire ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, les contrôles qu'on peut faire quand on achète une voiture, voir si effectivement cet élément-là, il n'a pas été déjà retravaillé, s'il n'a pas été enfoncé, s'il n'a pas été reblacksonné. Encore une fois, moi j'ai l'expérience qui fait que tu vas le voir tout de suite. Je sais que ça n'a pas été refait, par exemple. D'accord. Mais alors moi, par exemple, j'y connais rien. Tu me conseillerais quoi? Je vois une voiture, je la mets sur un pont. Comment je peux voir si ça a été là, clairement, ça fait vraiment penser à une protection anti-corrosion qui est d'origine, parce qu'on voit que c'est régulier, c'est propre. Il n'y a pas d'amas. Alors il y a des bourrelets dans des endroits, mais ça c'est comme ça, c'était prévu comme ça dès le départ. Mais des fois tu vas voir un endroit où tu auras vraiment un amas, une grosseur vraiment anormale d'un côté ou de l'autre. Et puis des fois, c'était repeint et pas forcément repeint dans la bonne teinte, ou des fois tu as des variations de couleurs. Donc voilà, ça peut se voir comme ça, effectivement. D'accord. Tu as le pare-choc en dessous aussi, lui aussi il peut prendre des coups, il peut être cassé à des moments aussi. Tu peux aussi voir si la voiture a fait des sorties de piste, tout ça, avec des traces. Effectivement, encore une fois, c'est une voiture basse, donc là on le voit aussi un petit peu, c'est un petit peu frotté, mais je veux dire, c'est tout à fait, par rapport au kilométrage de la voiture, c'est tout à fait convenable, quoi. D'accord. D'autres éléments à checker, niveau freinage, les suspensions, est-ce que toi tu arrives à voir quels sont les points que tu arrives à... Alors là il y a les petits déflecteurs là, pour les freins, justement, en l'occurrence. On peut voir effectivement, pareil, ils sont un petit peu accrochés là, en l'occurrence, mais sur la partie mécanique, après on va avoir effectivement l'amortisseur, mais ça c'est propre à toutes les voitures, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, et ça on peut le voir sur la jambe de force directement. On va contrôler aussi un petit peu les disques de frein à l'intérieur, parce que les extérieurs c'est bien, mais des fois de voir aussi l'intérieur c'est important. Alors qu'est-ce que tu vois sur les disques de frein, encore une fois, quand tu es novice comme moi? Là tu vas voir par exemple si c'est un véhicule qui a roulé ou pas, est-ce qu'il est resté longtemps entreposé, donc tu peux éventuellement voir une corrosion sur le disque de frein. Okay. Et peut-être que cette corrosion, soit c'est parce qu'il y a peut-être un problème de freinage, et donc un étrier qui ne pince pas suffisamment, et peut-être tout simplement un étrier qui est grippé, tout simplement, ça peut arriver, même si c'est un étrier fixe, ça peut quand même arriver. Donc ça, c'est des points à bien vérifier. Et puis après, c'est tout ce qui est triangulation, voir s'il n'y a pas d'anomalie au niveau des caoutchoucs et choses comme ça. Okay. Le point important aussi, c'est quand on est sur un modèle 4 roues motrices. D'accord. Alors en l'occurrence, pas sur celle-ci, là on est sur une 2, ouais. Mais sur une 4 roues motrices, donc forcément tu vas avoir une transmission intégrale avec un arbre de transmission, un pont à l'avant et des transmissions. Et en fait, on a sur les transmissions des soufflets de cardan qui peuvent être éventuellement endommagés, crevés, ou qui commencent du moins à se désagréger. Et donc forcément, c'est un point aussi, il faut être vigilant aussi, quoi. Okay. Donc là sur la partie arrière, du coup on a effectivement le moteur, la pièce maîtresse de la voiture. Donc là, pour la petite histoire, donc on est sur une phase 2, donc moteur DFI, donc c'est une injection directe pour le coup, okay. Qui n'était pas le cas sur les phases 1, c'était une injection indirecte encore. Donc gros changement moteur finalement sur cette génération-là. T'as pas seulement 30 chevaux de plus. Ouais, non, franchement, tout le moteur qui a été revu. Vraiment, tout le moteur a été revu intégralement. Une nouvelle architecture moteur, et franchement, c'est vrai que on le sent, c'est une voiture qui roule bien. Attention, la 97 phase 1 est très très bien aussi, mais là, avec le DFI, vraiment, ça apporte de l'agrément en plus à la conduite, quoi. Okay. Sur ces générations-là, comme sur la phase 1, finalement, pas de gros soucis, voire même pas de soucis particuliers. Il y a des choses qui sont visibles naturellement d'en dessous. Ouais. Je pense à la pompe à eau qui est juste ici, par exemple. Là, on a la pompe à injection qui est présente également. Et merci Momo. Merci. Tu as ta pompe à injection qui est là, donc là-dessus pas de souci. La pompe à eau, donc ce que je disais, donc des fois il peut y avoir éventuellement une apparition de fuite, donc ça c'est à checker effectivement éventuellement s'il n'y a pas de corps gras ou quoi que ce soit.
Les points importants aussi sur la partie échappement, c'est les catalyseurs, puisque là, en fait, on a un collecteur catalyseur qui sont intégrés. Donc, c'est pas dissocié, c'est-à-dire que... Il y en a des deux côtés. Hein. Là, Denis nous montre côté gauche, mais il y en a côté droit. Le banc 1, donc du cylindre 1 à 3, et le banc 2 qui est donc du cylindre 4 à 6. Et donc, effectivement, faire attention parce que on peut voir qu'il y a des plats qui sont tout à fait prévus comme ça à l'origine. Donc le plat, je vous le montre. Est-ce que tu peux juste le remontrer hein, voilà, exactement. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que des fois, c'est que un dodan passé un peu vite, on arrive sur un cas de figure comme celui-ci là, où en fait on a un petit enfoncement. Ouais. Alors c'est léger là ici, mais j'ai déjà vu des cas de figure, notamment sur des véhicules passés à l'atelier, où là c'est complètement aplati en fait. Et là, du coup, les gaz d'échappement passent plus de la même façon. Et donc ça peut te créer une anomalie éventuellement sur ton système d'antipollution. Bon, ça c'est assez facile à checker en plus. Ça se voit assez facilement. Voilà. Qu'il y a un plat, ça c'est naturel. Par contre, qu'il soit complètement broyé, là pour le coup, c'est pas normal. D'accord. Donc là, faire attention à ça. Et après, on a effectivement la partie échappement dans l'ensemble est plutôt robuste. Il n'y a pas même le silencieux, il n'a pas de souci particulier. Quand on a une version avec échappement déconnectable, donc avec le PSE, l'option PSE, il y a les petites valves qui peuvent des fois gripper un peu si elles ne sont pas utilisées régulièrement. Mais ça, on entend la sonorité quand tu appuies sur le bouton. Si tu entends les clapets qui s'ouvrent et qui se ferment, c'est que ça fonctionne. D'accord. Après, on a comme pour la partie avant, la partie demi-train, avec les amortisseurs. Donc là, ici, on le voit plus qu'à l'avant finalement. Donc on peut voir effectivement sur l'amortisseur, là tu vois, c'est bien sec. Si en même temps on avait un amortisseur qui était fatigué, forcément, un peu comme toutes les voitures, on aurait vu une trace de gras dessus. Bien sûr. Où il serait peut-être colmaté de poussière agglomérée dessus. Voilà, donc c'est un signe aussi. On a la partie de train roulant avec la triangulation et pareil, on peut voir si c'est la triangulation, vous la voyez bien en fait ici, voilà. On l'aperçoit. Hein, si tu peux juste la montrer comme ici, ça. Ici, voilà, là on a les bras, le tirant, enfin il y a tout un équipement qui est prévu et qui est assez spécifique effectivement à la marque. On a la fameuse transmission que je parlais tout à l'heure également. Avec le soufflet où il faut bien faire attention. Je vais juste le montrer, voilà, c'est ça. Le soufflet qui est là, donc on va retrouver la même chose à l'avant du coup. Oui, il est au milieu de l'image, le soufflet c'est ce que vous voyez juste là. C'est cette partie-là. Et en fait, effectivement, elle peut s'ouvrir avec le temps, elle se fatigue en fait et elle s'ouvre. Et la graisse après s'échappe et elle est projetée forcément à l'intérieur de la jante. D'accord. Et donc ça peut projeter des fois sur les disques de frein aussi, donc c'est pour ça que c'est important. Bon ça, un contrôle technique, clairement il le voit, mais ça fait partie des contrôles quand même à vérifier. À vérifier, ok. Après, un autre point qui est important, alors là en l'occurrence on l'a pas démonté, mais ce qui est bien de voir aussi, c'est là on est sur une boîte PDK. Boîte PDK très fiable, franchement sur cette mécanique-là, vraiment aucun souci. La boîte méca, elle l'est autant. La seule chose, c'est que sur les boîtes méca, on peut peut-être avoir à un moment donné des joints SPI qui fuient en sortie de boîte de vitesse. Et donc ça, tu le vois à quel endroit? Et donc ça, on va le voir. En fait, en gros, c'est simple. Tu suis ton arbre de transmission. Ok. Et là, tu sais que à ce niveau-là, tu vas avoir les deux joints SPI éventuellement qui vont être sous le, au niveau de la boîte de vitesse finalement, qui peuvent amener à fuir un petit peu. Donc une voiture, en l'occurrence, si ça fuit depuis un petit moment, tu vas peut-être apercevoir au bout d'un moment que tu as de l'huile qui vient se loger ici. Ça peut être un signe, c'est peut-être ça, c'est peut-être une fuite moteur qui est vraiment anecdotique sur ces véhicules-là, mais ça peut arriver. Donc ça, point de vigilance, et tout à l'heure j'en ai pas parlé, mais à l'avant, sur le pont avant, c'est pareil. On peut avoir les mêmes anomalies. PDK ou boîte méca. On peut avoir le même phénomène des joints SPI qui viennent à fuir un petit peu. C'est intéressant parce qu'en fait, ce que tu nous montres, c'est-à-dire même quelqu'un de novice, après avoir vu ma vidéo, tu peux quand même checker énormément de points sans être un expert en mécanique et arriver à voir pas mal d'anomalies qui peuvent te coûter très cher si tu t'en aperçois trop tard. C'est des choses effectivement qui, l'amortissement, on sait que c'est un point qui est important, surtout sur une voiture comme celle-ci. Tout à l'heure, on parlait de tenue de route en accélération et autres. Si tu as des pompes à vélo, passe-moi l'expression, en guise d'amortisseur, forcément la voiture elle va se balader, elle sera pas tenable et là pour le coup c'est pas viable quoi. Donc effectivement c'est important de le voir et puis les sointements, les fuites, ça c'est aussi le point quand même à bien vérifier.
Et puis là, le poste, en l'occurrence, très important, on en a parlé tout à l'heure rapidement à l'avance, c'est les pneumatiques. Mais en fait, sur ces modèles-là, il faut vraiment faire très attention. Là, on a un bon exemple. Hein. Voilà, à l'arrière, en fait. Là, on peut voir qu'effectivement, on a des pneus qui sont usés à peu près uniformément, mais on s'aperçoit qu'ici, on est sur le témoin d'usure, on est vraiment à fleur. Ici, on l'a un peu moins. C'est tout à fait normal parce qu'on a un carrossage négatif dessus. Donc, si j'exagère, en fait, le carrossage négatif, c'est que mes roues sont légèrement inclinées comme ça, un peu comme une BMW. C'est très notable sur une BMW. On voit que les roues, elles sont toujours un peu sorties du bas. Donc là, sur la partie moteur, donc encore une fois, moteur très confiné, mais la chance sur les 997, phase 1 ou phase 2 d'ailleurs, c'est qu'on a encore la possibilité d'y voir un petit peu clair quand on ouvre le capot, parce que ce qui n'est plus le cas aujourd'hui sur les nouvelles. Hein. Aujourd'hui, tu as complètement un cache caréné et tu ne peux rien y voir. Donc là, c'est vrai que c'est encore les 911 où tu as encore plaisir à ouvrir ton capot. Les points importants à checker, pour moi le primordial effectivement c'est le réservoir d'eau. Pour information sur ce modèle. Est-ce que tu peux nous montrer où il se trouve? Exactement, il est ici, tu vois, c'est le gros réservoir. Alors là en fait on voit que la partie émergente de l'iceberg, si on peut dire, parce que en fait le vase il va vraiment jusqu'au fond là-bas. D'accord. Grosso modo il a une contenance de 5 litres à peu près. Ok. Et sachant qu'on a on a un circuit qui fait en totalité entre 30 et 35 litres, ce qui est énorme. Parce que forcément, on a des durites qui vont de l'avant à l'arrière, avec des radiateurs à l'avant, donc forcément, une grosse capacité. Point important à vérifier, on est sous l'échappement, donc zone fortement de forte chaleur. Encore une fois, on est dans un moteur qui est un compartiment qui est très confiné, et donc forcément des températures un peu extrêmes. Et donc un réservoir avec le temps qui peut vieillir, mais ça c'est normal, hein, c'est une pièce entre guillemets consommable dans la vie d'une voiture. Et donc des fuites qui potentiellement peuvent arriver. Donc on peut le voir des fois sur la reliure ici là, du réservoir. On a la partie basse et la partie haute. Et je vais m'approcher comme ça que les gens voient vraiment bien. La reliure elle est ici en fait, hein. C'est cette partie-là. Okay. Et en fait, tu peux voir des fois une fuite qui intervient tout au bout sur le long du réservoir. Et tu vas voir en fait un filet d'eau. Et puis après, au bout d'un moment, ça s'agglomère en fait finalement et ça fait des traces un peu comme du calcaire, tu sais. C'est friable, hein, tu peux l'enlever avec les doigts, mais par contre, ça veut dire qu'il y a une fuite éventuelle dessus. Pareil, ici, on a la pompe de direction assistée. Pareil, vérifier s'il n'y a pas de fuite apparente. Alors, si tu peux bien la montrer comme ça. Ici, voilà, c'est ça. Là, tu vois, on a le sigle dessus. C'est le réservoir ici, bien entendu. La pompe est plus loin derrière, mais en fait, on peut voir des fois s'il y a des fuites ou pas. Ici, on a la cloche filtre à huile hein, qui est accessible. Si c'est bien serré et que le joint est neuf, il n'y a pas de raison que ça fuit. On a les raccords de climatisation, des fois c'est pareil, ça peut faire l'objet. Tu peux juste bien les montrer. Ouais, c'est ça. On a celui-là ici, il y en a d'autres qui sont après, qui sont derrière, les flexibles qui sont là aussi. Ça peut être des fois des zones de fuite éventuellement, pareil, donc c'est bien checké. Là on en a encore ici, tu vois, dans le fond ici là. Donc ça c'est des raccords et après on a des raccords de flexibles mais pour la direction assistée. Mais là en l'occurrence c'est pareil, si tu n'as pas de corps gras, là tu vois c'est très sec, donc là il n'y a pas de sujet hein, là-dessus. Ce que tout à l'heure on évoquait la partie éventuellement accident sur la vie d'une voiture, je te disais qu'effectivement on pouvait y voir des éléments comme les tôles et puis même le longeron, donc il est en contrebas, je ne sais pas si tu le verras. Alors attends, on va le voir, je pense que si. Là je vois au niveau de ton index. Là ici en gros, voilà, on est sur la partie longeron en fait. Hein. Et donc, c'est des zones, tu vois, qui sont encore assez accessibles et qu'on peut vérifier éventuellement. Ouais. Et puis, du coup, se dire que si ça a été... si la voiture a tapé... réparée ou quoi, on peut vite s'en apercevoir. D'accord. Il y a un élément qui n'est pas très compliqué à démonter, c'est le filtre à air. Et c'est quelque chose qui peut aussi nous donner des indications. Parce que le filtre à air, c'est toute cette partie. C'est cette boîte-là, en fait. Voilà, c'est toute cette boîte-là. Ouais. Donc, il se démonte facilement ici avec un collier qui est pris sur le boîtier papillon. Et il se retire de cette façon-là. Et en fait, derrière, après, tu vois là, toute la traverse. Et donc, on peut aussi, ça peut donner aussi une indication sur éventuellement est-ce que ça a été tapé de derrière, est-ce que ça a été réparé ou quoi que ce soit. Ce n'est pas des gros démontages, mais ça peut donner des indications complémentaires. Un sujet dont il fallait absolument que je vous parle sur la Porsche 997, c'est bien sûr le problème du roulement de l'IMS qui touche les Porsche 911 type 996,
les 997 et les Boxster 986 et 987, c'est-à-dire des Porsche produites de 96 à 2008. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le roulement de l'IMS? L'IMS, déjà, ça signifie Intermediate Shaft ou arbre intermédiaire, si vous préférez. Pour faire simple, c'est un axe qui est situé sous le vilebrequin du moteur et relié à chacune de ses extrémités à des chaînes de distribution, entraînant les arbres à cam. La rotation de cet axe, c'est elle qui fait toute la longueur du moteur. Et elle est guidée à l'avant par un palier et de l'autre par un roulement à billes qui est supposé étanche, le fameux roulement IMS. Quel peut être le problème sur l'IMS? La défaillance de celui-ci, elle entraîne un jeu dans l'arbre intermédiaire accentué par la tension des chaînes de distribution. Ce jeu, il provoque un dérèglement de la distribution allant jusqu'à un contact entre les soupapes et les pistons. Dans certains cas, il peut y avoir rupture de l'arbre, IMS, mais ce qui se passe dans tous les cas, c'est la même conséquence, c'est une casse moteur et surtout une énorme facture en perspective pour vous, puisque un changement de moteur, je vous le rappelle, ça va entre 12 000, 15 000, voire plus de 15 000 euros. À quel degré ça affecte les Porsche 997? Alors pour les blocs produits entre 2000 et 2006, la casse moteur, elle peut concerner environ jusqu'à 8% des blocs, alors que les blocs utilisés de 96 à 2000 n'avaient seulement que 1% de casse moteur. Ce sont les statistiques que j'ai trouvées sur Internet. Tout simplement car de 2000 à 2006, le roulement de l'IMS, il n'a qu'une seule rangée de billes contre 2 auparavant. Sur les moteurs produits de 2007 à 2008, il n'y a pas de statistiques vraiment fiables que j'ai trouvées sur Internet, mais les casses moteurs sont beaucoup plus rares sur ces années. Et puis, le problème qui se pose, c'est qu'on ne peut pas remplacer le roulement de l'IMS sur ces générations. C'est surtout les moteurs 3,8 litres qui sont sortis entre 2005 et 2006 qui ont été touchés. C'est difficile de sortir des statistiques fiables car Porsche ne recense pas les casses moteurs et ne communique pas là-dessus, mais surtout n'a reconnu ce problème de conception qu'aux USA et pas en Europe. Est-ce qu'il faut avoir peur de cette panne? Alors, sachez que les pannes d'IMS, c'est un mixte entre un manque d'entretien assez régulièrement et une petite erreur de conception par le constructeur allemand. En respectant les vidanges d'une part et d'autre part la mécanique de votre voiture, vous pourrez rouler beaucoup plus sereinement. Quand je parle de respecter la mécanique, il faut savoir rouler sa Porsche 997. Car le sous-régime, il faut le savoir, peut avoir un impact très significatif sur le roulement de l'IMS par contrainte mécanique, tout simplement. Je ne vous dis pas de rouler au rupteur constamment ou de rouler au pas avec votre voiture, mais il faut savoir rouler une Porsche de manière dynamique. Comment y remédier? Il y a deux solutions qui existent. La première, on change le roulement de l'IMS d'origine par un roulement IMS renforcé qui coûte entre 500 et 600 euros environ sur le marché, qu'il faudra remplacer à chaque changement d'embrayage. La deuxième solution, c'est la solution définitive, c'est l'installation d'un kit DOF, dont le rôle est d'alimenter en continu le roulement avec l'huile moteur. Son intérêt, il est assez simple. Comme le roulement est alimenté en continu, vous avez la chaleur qui se dissipe et qui maintient le roulement en température. Ça coûte 2 fois plus cher qu'un changement de roulement IMS renforcé, il faut quand même le retenir. J'ai essayé d'être assez exhaustif sur le roulement de l'IMS. Ça touche certaines Porsche 997. Je voulais vraiment partager toutes ces informations avec vous. Après, n'ayez crainte, il y a aussi des Porsche 997 qui roulent encore sans avoir nécessairement changé ce roulement IMS, surtout lorsqu'elles ont de faibles kilométrages, et ça touche seulement une petite partie des Porsche 997. Alors là, on va checker. Tu m'as demandé de démonter la roue. Oui, tout à fait. Pour checker le système de freinage. La partie freinage, donc tout à l'heure on l'a abordé effectivement assez sommairement, mais là effectivement il y a un point quand même assez important parce que forcément on a une voiture qui roule vite et qui doit forcément freiner fort aussi parce que on sait que c'est la force de Porsche aussi, bien sûr, un bon freinage et un bon freinage. Donc là-dessus on est sur des étriers fixes, hein. Donc on a des pistons de chaque côté. On a des disques de frein donc, qui sont d'une certaine dimension. Là, en l'occurrence, on sent qu'ils sont un petit peu creusés. Donc, du coup, on sait que il y aura à un moment donné dans la vie du véhicule des disques de frein à remplacer.
Et là, du coup, si on tourne la roue, effectivement, pour voir le contrôle des plaquettes de frein. Donc là, on a des plaquettes de frein qui sont, pour ainsi dire, neuves. Hein. On voit l'épaisseur qui est assez conséquente. Hein. On voit la partie métallique et le support de la plaquette, entre guillemets, et puis la partie comme en garniture de frein. Donc là, on voit le témoin d'usure. Ici, on a vraiment de la marge avant de toucher le disque de frein. Ici, par exemple, on a des plaquettes de frein qui ont été remplacées là, il n'y a pas très longtemps sur une voiture. Et comme on peut le voir, donc on a la partie métallique et la garniture de freinage. Et on peut le voir, tu vois que le témoin d'usure, là, il commençait seulement à être touché, mais pour autant, le témoin n'était pas allumé au tableau de bord. Donc tu vois, il y a encore de la marge. Quand tu as des plaquettes comme ça, tu as encore de la marge. Grosso modo, suivant l'utilisation, on va dire que c'est... Moi, en moyenne, c'est ce que je voyais, c'était entre on va dire 3 et 5 000 km, on va dire, d'autonomie. Okay. Mais ce qu'il faut être vigilant, c'est ça, c'est que des fois, tu n'as pas forcément le témoin qui est allumé, et pour autant, ta plaquette, elle est quasiment en fin de vie. Voilà. Ça. Donc, faut être vigilant quand même là-dessus. Encore une fois, quand tu ne peux pas démonter la roue, tu passes une lampe, un téléphone, et puis tu vois à peu près l'épaisseur qui te reste entre le disque et le support de plaquette. Et ça donnera une indication approximative. Et normalement, un contrôle technique, ça aussi, ils sont capables aussi de te le dire. Ou au pire, un centre Porsche, tu vas directement au centre Porsche avec ta voiture, et puis là, tu auras l'info. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Je tenais vraiment à te remercier, Denis. Sans toi, j'aurais pas pu réaliser cette vidéo. C'est vraiment trop sympa de ta part. Bah écoute, merci. Merci à toi, merci de l'invitation, parce que ça m'a fait plaisir aussi de raconter un petit peu tout ça sur cette Porsche, effectivement. Et voilà, moi j'ai quelques années effectivement à mon actif chez Porsche, et ça me faisait plaisir de partager ce moment-là, donc un grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup, et je pense que ça va plaire à beaucoup de mes abonnés et beaucoup d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Je tenais à remercier dans un premier temps Motors Legend qui nous a prêté son showroom. Merci à Momo. Encore une fois, il y a en description de la vidéo l'adresse de son site internet, et puis surtout le partenaire de cette vidéo, Annonce Automobile. Merci également. Je vous ai mis leur site internet en description de la vidéo sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, et d'activer la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!